Bonjour à toutes et tous et bienvenue à notre webinaire intitulé Le numérique n'est pas magique, comprendre son impact et pour une RSE durable. Saviez-vous que le numérique durable représente aujourd'hui 44% des émissions mondiales des gaz et effets de serre, soit autant que l'aviation civile? On croit que les outils numériques sont propres et qui flottent dans une sorte de nuage immatériel, mais la réalité, c'est bien différente. Derrière chaque clic, chaque email envoyé, chaque fichier stocké, il y a des ressources qui ont été extractées, des machines qui tournent, les serveurs qui chauffent, et chaque geste numérique a un coût environnemental. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Roman Ribon, expert de RSE, d'économie circulaire dans les numériques, avec plus de 15 ans d'expérience dans les transitions écologiques et accompagne les entreprises dans l'intégration des pratiques numériques plus responsables. Bonjour Roman, merci d'être avec nous. Bonjour Ravinder, merci de l'invitation. Je suis ravi de partager avec vous cette présentation. Est-ce que tu peux parler un peu plus sur toi et après tu peux parler. Bien sûr. Bah, on va aller vite parce qu'on a 45 minutes pour aborder ce sujet qui est très intéressant mais à la fois complexe et qui fait appel à beaucoup de notions. Donc je vais essayer d'être bien exhaustif. Donc me concernant, je suis directeur marketing au sein d'Ecologique, qui est un éco-organisme en charge de la prévention, la collecte et le recyclage des déchets électriques et électroniques. Donc sur cette longue chaîne du numérique, j'ai une spécialité sur ce qu'on appelle la fin d'usage ou la fin de vie. Et puis je suis vice-président de l'AGIT, l'Alliance Green IT, qui est une association qui existe depuis 2011, qui est la plus vieille association dans le domaine et qui œuvre sur le sujet du Green IT, du numérique responsable, avec comme mission de sensibiliser et de partager bonnes pratiques. Donc je suis ravi de participer à cette visioconférence parce que c'est totalement dans la raison d'être de l'association que de partager cette connaissance. Merci Voilà. beaucoup, Roman. En fait, Roman, première question que je me permets de poser, on parle très souvent que le numérique, c'est comme quelque chose d'immatériel et ça coûte rien, mais on sait que ça se repose quelque part sur l'infrastructure physique bien réelle. Roman, est-ce que tu peux m'expliquer quels sont les principaux impacts environnementaux du numérique qu'on peut voir aujourd'hui? Bah, c'est exactement le thème là de la présentation que j'ai préparée. Donc si tu veux bien, je vais dérouler et je vais très rapidement rentrer sur ce cœur de sujet. Car en effet, comme tu le précises, derrière ce fameux cloud, ce fameux nuage, se cache quand même toute une chaîne très matérielle et une masse d'équipements incroyable au niveau mondial et qui, bah, de fait, a ses effets. C'est ce qu'on va voir hein, pendant cette présentation. Tous ces équipements, bah, il faut les fabriquer, les distribuer, les utiliser, puis gérer leur fin de vie. Et tout ça, bah, ça a des impacts tout au long de ce cycle de vie. Donc, on va regarder tout ça en détail. Bien, allons-y. Allons-y, c'est parti. Donc, je vous ai mis le sommaire. On va passer vite parce qu'on va aborder tous ces points. Mais bien, l'idée est bien de comprendre cette magie du numérique et finalement, bah, où sont les impacts. Et à partir du moment où on sait où sont les impacts, bah, comment on peut chacun réduire, quelles sont les bonnes pratiques qu'on peut mettre en place pour réduire ces impacts. Donc, pour commencer, bah, c'est le titre de la, de la présentation. Le numérique n'est pas magique, mais en fait, c'est quand même de la magie. Ça y ressemble beaucoup. Pourquoi? Parce que bah, la magie, une fois qu'on n'est plus un enfant, on a compris que bah, se cache derrière la dextérité du magicien et ce tour magique se cache en fait un tour. Et ce tour est souvent matériel, c'est-à-dire que c'est des choses qu'on ne voit pas mais qui existent bien et qui sont bien matérielles. Eh bien, le numérique, c'est exactement la même chose. Derrière la simplicité, l'ergonomie, les 2-3 clics qu'on va faire, qui semblent totalement immatériels, se cache vraiment une chaîne bien matérielle. Donc, avant de voir cette chaîne matérielle, c'est déjà comment comprendre comment fonctionne un service numérique. Donc, je vais prendre comme exemple, je pense quelque chose que chacun a eu l'occasion de faire aujourd'hui, acheter un repas en ligne. Alors, qu'est-ce qui se passe quand j'achète un repas en ligne? Bah, déjà, j'ai besoin d'un terminal, un ordinateur, un mobile, une tablette pour pouvoir consulter sur Internet un site qui me propose des repas. Et bah, pour consulter ce site, je vais utiliser un réseau. Donc réseau mobile, mais ça peut être un réseau fixe si on est chez soi connecté.
Et donc, par ce réseau, je vais aller interroger un serveur qui lui-même est hébergé dans un data center. Donc, c'est un immeuble qui héberge des équipements. Et grâce à cet hébergement, bah, je peux consulter la liste des repas et puis bah, évidemment sélectionner celui qui convient et donc passer ma commande. Donc, je vais passer ma commande. Celle-ci va être confirmée au fournisseur, c'est-à-dire au restaurateur, celui qui va préparer le repas. Donc, on va réutiliser un autre réseau pour aller du centre de données vers ce fournisseur. Ce fournisseur va accuser réception bah, qu'il a bien pris en compte ma commande, mais avant de la préparer, il va s'assurer d'être payé. Donc, on va lancer une interface de paiement auprès d'un service bancaire pour bah, réaliser le paiement. Et puis, bah, la banque va renvoyer la confirmation que le paiement est fait, confirmer au restaurateur que l'argent va bien être livré sur son compte et lui-même va confirmer à celui qui commande le repas que le paiement a bien été reçu. Puis bah, le repas va être livré, le livreur va utiliser un petit objet pour un petit terminal pour confirmer que le repas est bien livré. Bah, au cas ça nous aura échappé qu'on a un repas sur notre bureau. Et puis, bah donc, il va y avoir cette confirmation via le serveur. Et enfin, bah, ce système nécessite du support de la maintenance. Et donc, vous voyez, derrière ces 2-3 clics qu'on passe quand on commande un repas en ligne, se cachent en fait déjà 12 opérations, 12 échanges de données, et on a calculé à peu près que le coût, la distance moyenne d'un échange de données est d'environ 15 000 kilomètres. Donc vous imaginez 12 échanges pour un repas. Du Mais coup, vraiment, un repas qu'on commande en ligne, ça coûte beaucoup plus que c'est ce qu'il s'affiche sur les factures. ah bah très certainement, hein, si on commence à prendre en compte toute cette infrastructure, bah ça risque de coûter très très cher. Mais bon, après c'est mutualisé. Mais en effet, voilà, vous l'avez compris, il y a une grosse infrastructure que je continue de détailler. Mais ce qui est vraiment important, c'est pas de voir ça à l'échelle d'un repas, c'est de voir ce qui se passe chaque minute sur Internet. C'est des millions d'échanges de données qui se passent à travers les réseaux sociaux, à travers nos emails, à travers nos requêtes sur les moteurs de recherche, à travers nos heures de visionnage, des millions de dollars d'achats en ligne chaque minute. Donc tout ça, tous ces 12 échanges qu'on vient de voir vont être multipliés, démultipliés. Et tout ça est possible grâce à des centaines, des milliers, on va dire, de serveurs, de centres de données, de data centers qui sont bah, installés sur tous les continents. Donc tout ça, bah, c'est des vrais bâtiments. Alors je précise aussi que ma présentation, elle est bien sûr sur demande, je la partage et elle contient toutes les sources. Donc vous voyez sur chaque slide, vous avez un petit lien, vous pouvez retrouver ça. Là à l'écran, on a une carte dynamique qui montre les serveurs, les centres de données, où ils se situent sur la planète, et puis ils sont proportionnels à la taille des données qu'ils hébergent. Donc vous voyez, tous ces centres de données sur bah, l'ensemble de la planète, ils sont connectés par des câbles qui sont bien matériels, hein, c'est pas des petits câbles, c'est des câbles très très gros qui sont composés de plusieurs matériaux pour pouvoir faire, comme je vous disais, ces échanges de données, 15 000 kilomètres à chaque échange sur l'ensemble de tout autour de notre planète. Et donc, bah, ces données, elles s'échangent, mais elles se stockent aussi. Et donc, on voit à l'écran quelle explosion de données on va avoir ces prochaines années. Vous voyez, en 2025, là, on est à 175 zeta-octets. On n'était qu'à 47 en 2020, mais c'est rien par rapport à ce qui nous attend en 2035. Donc, toutes ces données, il va bien falloir les stocker. Et ce graphique, c'est une prospection avant nos usages de l'IA. Donc les usages de l'IA ne sont pas intégrés dans tous les impacts que je vais vous présenter, sachant que l'IA, c'est autant de données à stocker, mais c'est aussi et surtout des calculs. Beaucoup Modèle de de calculs. s'entraîner. Pardon, Avinda? Et modèle d'algorithme, algorithme à s'entraîner parce que chaque IA marche avec les modèles.
Exactement. Donc, ce qui caractérise l'IA plus que nos usages actuels, c'est ce besoin en calcul et donc un besoin en processeurs, des processeurs qui sont capables de traiter beaucoup d'informations et qui sont très consommateurs d'énergie. Donc, et on va le voir aussi, ces processeurs spécifiques qui sont bien plus consommateurs et bien plus high-tech que ce dont on a besoin, ce dont on utilise aujourd'hui dans nos usages classiques, il faut bien les fabriquer aussi. Et donc, toutes ces données, tous ces centres d'hébergement, tous ces câbles, au niveau mondial, ça représente une masse globale avec donc des milliards et des dizaines de milliards de terminaux, des dizaines de millions de serveurs et des dizaines de millions d'antennes et de routeurs en milliards. C'est important d'avoir ces effets de masse parce qu'on entend souvent, oui, c'est les terminaux qui sont le plus impactants. Alors oui, c'est vrai, mais c'est un effet de masse. C'est-à-dire qu'il y a 1000 fois plus de terminaux que de serveurs. Donc forcément, quand on regarde globalement l'impact, c'est les terminaux qui pèsent le plus. Mais à l'échelle de l'unité, un serveur ou un ordinateur, c'est peu ou prou le même impact. C'est vraiment ces données, ces effets de masse qu'il faut avoir bien en tête. Donc si on mesurait et on pesait l'ensemble des équipements qui sont nécessaires à nos usages numériques aujourd'hui, ça représenterait 223 millions de tonnes d'équipements. Alors c'est très difficile à imager. C'est 5 fois le parc automobile français. Pareil, hein, le parc automobile, c'est quand même difficile à se rendre compte, hein, mais bon, quand on est été dans les embouteillages, on a déjà vu une toute petite partie, donc il faut imaginer l'ensemble du parc x 5, c'est ce que représentent aujourd'hui les équipements matériels. Et donc, ces équipements, comme je vous le disais, c'est bien matériel, ça se fabrique, ça se distribue, ça s'utilise, et tout ça, ça a des impacts. Et ces impacts ne se limitent pas que aux émissions de gaz à effet de serre. Donc, Ravinder, tout à l'heure, tu parlais de ces fameux 4,4 pas 44, hein, 4,4%. Donc là, sur ma slide, c'est à 3,8. Ces 4,4 ont été réévalués très récemment. J'ai pas eu le temps de mettre ma slide à jour. Mais en effet, ça représente peu ou prou les mêmes émissions de gaz à effet de serre que l'avion civil. Alors pareil, cette donnée, cette comparaison, il faut la relativiser. On a 85% de la population mondiale qui a des usages Internet. On n'a que 15% de la population mondiale qui utilise l'avion. Donc forcément, si l'ensemble des habitants de la planète prenaient l'avion comme les Occidentaux, évidemment que ça exploserait en gaz à effet de serre. Donc, mais ça ne se limite pas à ça. C'est aussi de la consommation d'énergie, de la consommation d'eau, de la consommation électrique aussi. Là, j'ai écrit 5,6, mais on est plus autour de 6 à 8% avec une prévision à 10% d'ici 2030 de notre consommation électrique. Mais c'est aussi des déchets qu'il va falloir gérer. À l'échelle de la planète, on parle de 75 millions de tonnes de D3E. Ça, c'est à l'échelle de la planète. À l'échelle de la France, il faut relativiser aussi. On met sur le marché des équipements neufs chaque année pour 2,1 millions de tonnes. Donc les 75 millions de tonnes de D3E dans la planète, c'est très peu les nôtres. Et en France, on a une filière agréée qui s'organise autour des éco-organismes et qui collecte à peu près la moitié chaque année, donc 1 million de tonnes sur les 2 millions qui sont mis sur le marché. Donc on a quand même en Europe des exigences particulièrement contraignante. Et en France, l'OCDE a mis en avant dans un benchmark de l'ensemble des États membres la France comme 17 fois comme ayant les bonnes pratiques. Donc on peut dire qu'en France, en termes de gestion des D3E, on est l'excellence mondiale. Alors bien sûr, on est loin de tout encore collecter, il y a encore beaucoup d'efforts à faire, mais quand même c'est important de noter quand ça se passe bien chez nous aussi. L'autre impact, c'est la consommation matière. Parce que, comme je vous disais, il faut fabriquer. Et tout le monde sait que plus le temps passe et moins notre planète est capable de nous fournir ces matières qui sont nécessaires à la fabrication de ces produits manufacturés et de haute technologie. Alors, pour imaginer cette pression sur les matières, il y a un indice qui s'appelle l'indice
MIPS, ça veut dire Material Input per Service, et il est de 16 000 pour une puce électronique. Donc, en comparaison, c'est 54 pour une voiture. Ça veut dire que pour faire 1 kg de voiture, je vais avoir besoin de 54 kg de matière. Eh bien, pour faire 1 gramme de processeur, je vais avoir besoin de 16 kg de matière. Donc finalement, le produit, même s'il est très petit, parce que le high-tech, c'est de l'échelle bientôt nano, on parle de nanotechnologie, mais c'est pas pour autant que derrière, sa conception, sa fabrication aura nécessité beaucoup de matière. Donc c'est un effet inverse pour les produits manufacturés de haute technologie. Finalement, plus c'est petit, plus au final sera consommé de matière. Donc au final, les impacts, c'est des impacts sur le climat, du fait des émissions de gaz à effet de serre, mais de la déforestation, des différents transports qui sont nécessaires. C'est des impacts sur la biodiversité, parce que aux différentes étapes de cycle de vie, on peut présenter des pollutions du sol, de l'air, de l'eau. Et donc ça a des impacts sur notre environnement et la biodiversité. Et puis ça a un impact sur les ressources, comme je venais de le dire, aussi bien sur les ressources minières, sur les ressources fossiles, mais aussi sur l'eau et sur l'énergie. J'ai une question, Roman. Concernant les matériaux critiques et les matériaux qu'on utilise pour développer ces outils numériques, quels sont les matériaux principalement utilisés pour ces outils numériques? Alors on va le voir juste après. Les principaux, justement, c'est difficile à déterminer. Pourquoi? Parce qu'on est un petit peu sous le secret industriel. C'est très difficile d'obtenir ce qu'on appelle des BOM, Billing of Material, pour savoir vraiment qu'est-ce qui que contiennent nos équipements. Donc il y a des études. On parle de 70 métaux dans nos smartphones. Après, c'est pareil, c'est quand même très difficile à vérifier. On parle de smartphones qui pèsent 150 grammes en moyenne. Et donc, on parle de 70 matériaux, mais souvent, ils sont existants. Ce sont juste des traces, en fait, qui sont Il y a 0,02% d'or dans un smartphone de 150 grammes. Donc, il faut imaginer que c'est très difficile à aller chercher, mais il y a de nombreux matériaux, mais je vais les détailler juste après. Ok. Et justement, en parlant de matière, petit focus sur l'extraction. On dit que 80% de l'impact du numérique, c'est lié à la fabrication des équipements, et dans cette phase de fabrication, c'est lié à l'extraction matière. Donc, en effet, l'extraction matière, c'est ce qui est de plus impactant. Pourquoi? Donc vous le voyez là à l'écran, le véhicule qui arrive sur cette zone totalement déforestée. Il faut imaginer qu'avant c'était peut-être une forêt tropicale avec une biodiversité, des animaux, des plantes, des faunes, de la flore. Là, il n'y a plus rien, il n'y a plus un bruit, il n'y a que des bruits de camions. Ces camions qu'on voit à l'écran, ils ne fonctionnent pas à l'électrique, ils sont bien diesel. Et ces camions, il aura fallu les amener jusqu'à cette zone, parce que c'est des zones souvent très reculées, où c'est beaucoup plus facile on est beaucoup moins embêté. Donc on a des conditions de travail qui sont pas toujours dans les normes souhaitées. Donc l'impact du numérique, j'ai l'honneur de vous le présenter. Il est à l'écran, voilà, vous le voyez. C'est ça l'impact du numérique principalement. Alors pourquoi? Parce que là, on voit un petit bout de la mine, mais quand on regarde à quoi ressemble une mine, donc vous voyez à gauche de l'image, c'est une image de synthèse qui représente la totalité du cuivre qui aura été collecté dans cette mine pendant 15 ans d'exploitation. Vous avez la tour Eiffel à l'échelle, là, les 300 mètres, pour vous rendre compte de la taille de ce trou. Donc tout ce gros trou pour cette petite boule de cuivre au milieu. Et sur la droite, vous voyez que cette petite boule de cuivre, elle est représentée par le point blanc. Et on se rend compte qu'en fait, la mine, c'est pas que le trou. C'est tout un tas d'installations autour qui vont faire que le périmètre d'exploitation de cette mine est beaucoup plus vaste que ce seul trou. Pourquoi? Parce que sur site, on va faire différentes opérations pour transformer le minerai, ce qu'on va sortir du trou, en une matière qui est, concentrée à quasi 100%, et qui permet d'avoir les propriétés fonctionnelles qu'on attend d'elle. Donc, vous voyez le minerai
collecté dans la terre à 0,4 à 2%, là c'est l'exemple du cuivre, bien c'est après de la minéralurgie, de la métallurgie qu'on va arriver à une concentration à 99,9. Donc c'est pour ça que l'ensemble de ces opérations sont en partie faites sur site, et c'est ce qui fait que vous voyez, du trou, on a un site qui est finalement bien plus large. Donc c'est ça qui crée tous ces impacts. Et c'est pas fini, c'est que même quand on a arrêté l'exploitation de la mine, là vous avez à l'image en 2001, fin de la mine, en 2014, qu'est-ce qui s'est passé? Bien, le trou est resté béant. Pendant ce temps-là, il y a eu de la pluie a recélé, elle a récupéré tous les métaux, et puis finalement, comme on a fait un trou, on s'est d'autant plus rapproché de la nappe phréatique, et donc on a favorisé ce passage entre le fond du trou et la nappe qui elle-même va renvoyer tout ça dans nos fleuves, rivières et au final dans la mer. Donc vous voyez que même une fois qu'on a terminé, le mal continue. Et pour répondre à la question de Ravinder de tout à l'heure, voilà un petit exemple de composants qui sont nécessaires pour construire un ordinateur portable. Donc c'est pour ça que la question est toujours difficile à répondre. C'est énormément de composants, et ces composants sont constitués d'énormément de matières. Et toutes ces matières, donc là on a vu une mine de cuivre, mais il faut imaginer qu'il faut X mines pour pouvoir fabriquer tous les composants nécessaires à un équipement, et que ces mines sont sur l'ensemble de la planète, un peu en Amérique du Sud, un peu en Afrique, un peu en Asie, etc. Il y en a un petit peu partout, et tout ça va falloir l'extraire, et puis ensuite il va falloir assembler. Donc hop, on va déplacer tout ça, on va assembler, puis on va redistribuer encore de manière éclatée dans l'ensemble du monde. Donc vous voyez déjà, on n'a pas encore utilisé l'équipement que l'impact est énorme, et l'impact est, comme je le disais, est le plus important au moment de la fabrication. Pour illustrer ce point-là, là on est sur une pure vision CO2. On voit que l'émission de CO2 sur 374 kg de CO2 qui seront émis sur l'ensemble du cycle de vie de cette télévision, 299 kg est lié à l'extraction des matières. Et donc, vous voyez, cette valise écologique, elle est plombée dès le départ. Et le départ, c'est la fin de l'autre cycle, en fait. Si on regarde le cycle de vie que je viens de vous expliquer, on va extraire, fabriquer, ensuite on va distribuer, on va utiliser, donc on va faire en sorte d'avoir une utilisation la plus longue possible. On part la réparation, le réemploi, etc. Mais à un moment donné, c'est la mauvaise nouvelle, on va tous mourir, et nos équipements aussi. Donc il faudra traiter cette fin de vie, traiter ces déchets. Et ces déchets, l'enjeu c'est de les collecter. Ils sont très distribués, il va falloir les collecter, les massifier pour pouvoir les traiter. Et les traiter, ça consiste à dépolluer et recycler. Et donc reboucler la boucle. Sur le schéma à l'écran, on voit bien que si je recycle mes matières, eh bien, j'évite une nouvelle extraction minière. Et comme on vient de le voir, c'est au moment de l'extraction minière qui a le plus d'impact. Donc, plus je vais recycler, finalement, moins je vais faire appel à ces matières vierges. Et donc, plus je vais pouvoir réduire mon impact. Donc là, on a vu le cycle de... Oui. Pardon, remonte à une information concernant le pourcentage des déchets numériques qu'on arrive à traiter aujourd'hui. Tu as une. Alors c'est pareil, c'est très difficile parce que les déchets électroniques, informatiques, c'est une partie des déchets électriques électroniques. Il y a l'informatique, mais il y a le chauffage, la climatisation, l'électroménager, les dispositifs médicaux, les équipements de loisirs, les jouets, etc. Il y a énormément de produits qui sont électriques et électroniques. Il faut considérer à peu près que les déchets informatiques représentent 20%, donc 1/5 de l'ensemble des déchets. C'est une bonne échelle de valeur. Okay. Mais c'est très difficile de déterminer de manière précise parce que les déchets sont mélangés. À un moment donné, dans le processus, je l'aborde un petit peu plus tard, mais dans le processus de traitement, on va broyer puis séparer les matières, et tout ce qu'on va broyer vont être mélangés, des imprimantes, des aspirateurs, des cafetières, des ordis, enfin voilà, tout est un petit peu mélangé. Donc c'est très difficile de déterminer précisément, mais voilà, on fait des statistiques, des échantillonnages, et on peut estimer que c'est à peu près 20%. Donc je reviens sur ce fameux cycle de vie et parler de les 3 états
de la vie d'un équipement parce que on a tendance à un petit peu confondre fin d'usage, fin de vie, occasion, déchets, etc. Donc il y a 3 états principaux. Le premier, c'est l'état neuf. Tout le monde sait ce que c'est un équipement neuf, et ben on les suit à l'unité. On sait combien d'équipements on a vendu, tel endroit, etc. Ensuite, il va y avoir l'état occasion, qui finalement est immédiat, hein, dès que c'est plus neuf, c'est l'occasion. Mais on va formaliser ce passage au bien d'occasion au moment d'un transfert de propriété. C'est-à-dire qu'il va y avoir une cession, un changement de main, et c'est là qu'on va parler d'équipement d'occasion, donc de EEE usagé. Pareil, on va suivre ça plutôt à l'unité. Par exemple, le taux de réemploi, ça va être le nombre d'équipements que je n'aurais pas mis en déchets, que j'aurais conservé, donné, mais en tout cas, j'aurais allongé cette durée de vie, donc j'aurais évité. Et ce taux de réemploi, ça va être un taux sur un ratio en unité. Et puis à un moment donné, comme on disait, la fin de vie, le déchet. Et ce déchet va se caractériser par cet acte d'abandon. Et de cet abandon, un devoir d'élimination. Je dois éliminer correctement les déchets que je produis. Avant, on était sur un sujet de cession. Je transfère la propriété et donc je ne suis pas dans une problématique de gestion de déchets, tout simplement de transfert de propriété. Donc quand je fais un don ou une vente, je formalise par un acte de cession, ce qui me permet de justifier que c'est sorti de mon inventaire, mais c'est pas pour autant que j'ai produit un déchet. Donc, pendant cette phase 9 occasion, on va faire ce qu'on appelle des opérations de réemploi. On va prendre soin de nos appareils, on va les réparer, on va les vendre, les donner. On va éviter de produire ce déchet, allonger cette durée de vie par un allongement de la durée d'usage. Et puis à un moment donné, donc le déchet sera produit, et là l'enjeu c'est l'élimination. Donc il y a un principe de hiérarchie des modes de traitement. Dans un premier temps, on va valoriser les déchets en matière, ce qu'on appelle le recyclage. Donc le recyclage, ça peut être la réutilisation. Tout simplement, on va prélever des pièces détachées, par exemple, dans un tas de déchets, on va prélever des pièces détachées pour les remettre en circulation. Et le recyclage, ça va être ce qu'on va pas pouvoir remettre dans la circulation, on va le transformer du mieux possible en matière. Et puis, alors il y a la notion de remblayage aussi. Il y a des matières qu'on va pas recycler. C'est le cas du verre, par exemple, de nos écrans. On va pas les réutiliser pour leur fonction de verre, de transparence, mais pour remblayer, par exemple, les routes. Donc, on va se servir de la robustesse de cette matière, mais pour autant, on ne pourra pas récupérer la matière à ses fonctions primaires. Donc, c'est du remblage, mais on ne va pas créer de nouveaux verres. Donc, ça fait partie de cette valorisation matière. Quand on ne pourra plus valoriser la matière, on va valoriser en énergie. C'est-à-dire qu'on va incinérer et récupérer de la chaleur. Et puis ce qui restera, il va falloir les sécuriser. C'est souvent les polluants en fait, où là l'enjeu n'est pas de valoriser, de récupérer la matière, mais c'est bien de sécuriser une pollution, éviter une dissémination de polluants. Et donc on va sécuriser cette part-là, soit par une incinération sans valorisation énergétique, soit dans des centres d'enfouissement technique qui sont des centres totalement dédiés à ça et qui sont complètement isolés et qui évitent toute dissémination de pollution. Du coup, Romo, ça signifie que prolonger la durée de vie des appareils est peut-être un levier majeur pour réduire l'impact numérique. Tout à fait, hein, on l'a vu tout à l'heure, hein, le plus gros impact, c'est l'extraction matière. Donc, comme je disais, la valise écologique, elle est plombée dès le départ. Donc, plus je vais allonger la durée de vie, moins je aurai d'impact. Si je garde mon ordinateur 4 ans et pas 2 ans, mon impact est déduit de moitié, tout simplement. Donc c'est vraiment, on le verra dans les bonnes pratiques, je le dis déjà, je ne veux pas spoiler la suite, mais s'il y a bien une bonne pratique à retenir, c'est allonger la durée de vie des équipements, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Alors, sur la réglementation, sur la notion de déchets, que dit la loi? Donc le code de l'environnement, c'est l'article L541-2, précise que chacun est responsable de ses déchets
qu'il produit jusqu'à leur élimination ou valorisation finale, et même s'il est confié à un tiers. Ça veut dire que ce n'est pas parce que je confie mes déchets à qui que ce soit que je suis libéré. Ma responsabilité court jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce soit redevenu de la matière ou que ce soit détruit. C'est très important d'avoir ça en tête parce que quand vous confiez à un opérateur qui est pas, qui peut être amené à faire des mauvais traitements, et ben c'est de votre responsabilité de producteur de déchets. Donc, faut bien avoir ça en tête. Je vais vous expliquer après ce que ça veut dire être responsable concrètement. Par exception à ce principe, quand vous confiez vos déchets à un éco-organisme, la responsabilité s'éteint. C'est-à-dire que l'éco-organisme devient le détenteur de vos déchets, donc c'est à lui qu'incombe les obligations de l'article L541-2. Pourquoi? Parce que le dispositif, c'est la responsabilité élargie des producteurs, la REP. Cette responsabilité est élargie à la fin de vie des équipements qu'ils ont mis sur le marché. Et donc, pour assurer cette responsabilité, il s'organise autour des éco-organismes pour répondre à cette obligation. Donc, on a toujours le choix de gérer soi-même ses déchets, mais les confier à un éco-organisme, ce sera toujours mieux pour cette responsabilité, d'une part pour cette responsabilité transférée, et surtout parce que c'est gratuit, parce que c'est déjà payé. Chacun qui achète un équipement neuf verse une éco-contribution. Tout le monde l'a vu sur les étiquettes. Et cette éco-contribution, elle est perçue par l'éco-organisme et c'est avec ce financement qu'il organise la collecte. Donc, vous avez déjà payé, il y a un transfert de responsabilité. C'est quand même la voie la plus conseillée pour gérer ces déchets électriques et électroniques. Alors, juste petite checklist, qu'est-ce que c'est d'être responsable jusqu'à la valorisation finale? C'est de vérifier que les équipements sont bien valorisés avec le minimum des taux qui sont imposés par la directive, que le prestataire à qui on confie ses déchets a bien toutes les autorisations nécessaires, que son site est bien un site classé pour l'environnement, que les exutoires, c'est-à-dire la fin de son process, est bien tracée, c'est-à-dire où vont les matières qui sont issues des opérations de recyclage. Et puis, c'est vérifier aussi tous les processus qui permettent de garantir l'intégrité des équipements, comment doivent être évitées les pollutions, etc. Et donc aussi les conditions de travail et donc vérifier tous les documents sociaux qu'il faut faire régulièrement. Donc tout ça pour vous dire que c'est quand même assez lourd à assumer cette responsabilité. Quand bien même vous confiez ça à un opérateur, celui-ci, par l'article L543-200-1 du Code de l'environnement, est obligé d'être en contrat avec un éco-organisme ou garantir que s'il ne traite pas lui-même les déchets, il les confie à quelqu'un qui, lui, est en contrat avec un éco-organisme. Donc ça, c'est un outil juridique très utile. Quand vous confiez vos déchets à un opérateur, vous pouvez lui demander la copie de ce contrat parce que il l'obtient très facilement s'il est en conformité. C'est gratuit pour lui. Donc il n'y a aucune raison qu'il ne l'ait pas. S'il ne l'a pas, c'est que c'est flou. Et comme on dit, quand c'est flou, c'est qu'il y a un loup. Donc ça, c'est le minimum, je pense, à faire quand on décide de travailler avec un opérateur de déchets. Moi, j'ai une petite question en fait. Depuis loi RIN, en fait, les collectivités de plus de 50 000 habitants doivent élaborer une stratégie numérique responsable d'ici 2025. Est-ce que tu penses que c'est des obligations similaires vont s'entendre aux entreprises privées? Pas de fait, c'est-à-dire il y a plusieurs pressions qui vont contraindre. Il y a la pression réglementaire, donc pour l'instant, effectivement, ça concerne que les acteurs publics et collectivités territoriales de plus de 50 000. Mais il y a aussi une pression commerciale, c'est-à-dire que les clients, les grands donneurs d'ordre, sont de plus en plus contraignants dans leur cahier des charges et posent des questions sur comment sont gérés
le numérique, quels sont les impacts, est-ce qu'il y a des calculs, est-ce qu'il y a des outils, est-ce qu'il y a des stratégies qui sont mises en place chez leurs prestataires, etc. Donc il y a la pression réglementaire, il y a la pression normative, hein, répondre à des normes, puis il y a la pression commerciale du client, et puis il y a la pression morale aussi, hein. Chacun a sa morale et son éthique pour savoir si il continue d'avoir des usages totalement raisonnés ou s'il met un petit peu de raison dans tout ça. Donc justement, en parlant de normes et labels, tous les points que je viens de vous aborder, c'est normé dans une norme européenne qui est la norme Sénélec et qui cadre l'ensemble des opérations, de la collecte jusqu'au traitement et même les exutoires. Tout ça, c'est normé. Donc sur schéma, vous avez chaque numéro de norme et vous pouvez cliquer pour accéder au site Sénélec qui donne toute cette documentation. Alors, il existe aussi un label qui s'appelle WILABEX. Ce label, WILABEX, c'est un organisme de certification privé qui atteste que l'opérateur respecte bien la norme Sénélec. Donc, ça évite de soi-même faire des vérifications. Si c'est WILABEX, c'est déjà vérifié. En revanche, attention, c'est pas parce que je ne suis pas WILABEX que je ne respecte pas les normes Sénélec. Je peux très bien respecter la norme sans avoir payé ce label. Mais si je l'ai, faut aussi savoir bien le lire. Un label WILABEX concerne un site, un flux et une étape de traitement. C'est-à-dire, je ne suis pas WILABEX pour l'ensemble de mon œuvre. Je peux être WILABEX pour mon site de Marseille qui traite des écrans sur la phase de collecte. Pour autant, je ne suis pas WILABEX pour traiter des frigos, par exemple, ou des ordinateurs. Donc, il faut bien se méfier. Derrière ce WILABEX, la question qui suit, c'est WILABEX, quoi, où et quelle étape? Le traitement de recyclage, donc là, petit schéma pour se comprendre, c'est qu'est-ce qui se passe derrière. Donc, typiquement, c'est symbolique, hein, ces schémas, mais c'est plus ou moins le processus standard. C'est qu'on va d'abord démanteler les équipements de telle sorte qu'on va soustraire les polluants. Ensuite, tout ce qui va rester va partir dans un broyeur. Donc, tout va être cassé en petits morceaux. Et ensuite, ces petits morceaux vont être séparés successivement par des opérations. Donc, un électroaimant va enlever tout ce qui est ferraille. Des trieurs optiques peuvent faire des tris, vont par exemple isoler les cartes électroniques parce qu'elles sont vertes. Donc, ils vont être capables de sortir les cartes électroniques de l'amas de petits morceaux. On va séparer les plastiques des métaux non ferreux grâce à un courant de Foucault. Et puis, les non ferreux qui vont rester seront triés par densimétrie, principalement le cuivre et l'aluminium. À taille égale, ils n'ont pas du tout le même poids et soit par de la flottation, soit par des cribles, on va être capable de les séparer. Donc, à la fin, on a plein de petits morceaux, on appelle ça des fractions, qui sont séparées, et ces fractions vont repartir dans un cycle dans un nouveau cycle de fabrication. Entre-temps, il y aura eu des phases d'affinage, de nettoyage, d'affinage pour recomposer les matières avec la concentration qu'on attend par rapport aux usages qu'on va en faire. Donc, pour résumer ce que je viens de dire, quand on est face à une problématique de fin d'usage, on a deux choix, c'est deux jambes. Soit je suis sur la fin d'usage, donc je vais faire via des opérations de reconditionnement, je vais allonger cette durée d'usage. Ce reconditionnement peut donner lieu à de la vente de mes équipements, des dons aux employés, à des associations, à qui vous voulez. Et au milieu, faire travailler des acteurs qui font du reconditionnement, donc qui vont remettre à niveau quasiment à l'état neuf, à l'état le plus neuf possible, un équipement en vue de son transfert de propriété. Et puis, tous ceux qui pourront pas, ce sera donc des déchets. Deux possibilités. Soit je fais appel aux responsabilités du producteur, donc j'ai une prestation gratuite avec un transfert de responsabilité. Soit je fais appel à un prestataire avec ma responsabilité de détenteur et ce prestataire m'offrira des prestations qu'il faudra payer pour la collecte et le traitement. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour limiter nos impacts? Trois grandes étapes. Bien acheter, bien utiliser et bien se séparer. Bien acheter, ça veut dire, est-ce que j'ai besoin d'acheter neuf?
Est-ce que je peux pas acheter de l'occasion? On a vu, plus l'usage est long, plus l'impact est réduit. Donc tant qu'à faire, est-ce que je peux pas m'appuyer sur un bien d'occasion? Est-ce que je suis obligé d'acheter? Est-ce que je peux pas louer? Et puis si je dois vraiment acheter, dans ces cas-là, je vais acheter avec des labels, des critères environnementaux. Ça, c'est pour la partie achat. Bien utilisé. Donc, j'ai écrit en gros, s'il y a une seule bonne pratique à retenir, c'est bien allonger la durée de vie des équipements. J'ai déjà expliqué pourquoi, mais je réinsiste. Et puis, bien sur la phase d'utilisation, bien être concentré sur nos usages vidéo parce que 85% du tuyau Internet est utilisé pour la vidéo, pour la trame vidéo. Donc plus on va avoir des usages raisonnés de la vidéo, plus on va baisser les impacts. C'est basique. Et puis bien se séparer, comme je disais, quand j'en ai plus l'usage, je peux vendre, donner pour allonger la durée de vie. Et si c'est plus possible, eh bien faire en sorte de bien recycler. Bien recycler, c'est tant qu'à faire, confier à la filière agréée. Ça, c'est ce qu'on peut faire chacun de nous dans nos quotidiens, que ce soit dans nos usages personnels que professionnels, bien utilisés, bien séparés. Voilà, moi, ma souris d'ordinateur qui est là, c'est à mon entreprise, je vais pas la mettre dans ma corbeille, voilà, si elle fonctionne pas. Je vais faire ça correctement. Au niveau de l'entreprise, alors il y a un sujet, c'est l'éco-conception. On a vu, tous ces services numériques s'appuient sur du matériel. Donc, moins mes services numériques vont, influencer l'usage de mon matériel, plus je vais garder et allonger la durée de vie de ces équipements. Donc, pour éviter cette pression sur le matériel, sur le hardware, on peut et on doit faire de l'éco-conception de nos services numériques. Donc, j'ai mis à l'écran la définition. L'éco-conception, ça s'improvise pas. C'est une méthodologie, c'est standardisé par une norme ISO, et ça consiste à concevoir son produit en intégrant toutes les contraintes environnementales sur l'ensemble du cycle de vie, de la conception jusqu'à la fin de vie, et surtout avec une vision multicritère. Pourquoi multicritère? Pour éviter des transferts de pollution ou des transferts d'usage. Si je regarde que le CO2, peut-être que je vais passer à côté d'une très forte consommation d'eau ou un impact matière complètement disproportionné. Donc c'est sur l'ensemble des critères qu'il faut regarder. Donc c'est ça, les concepts de l'éco-conception, c'est je définis une unité fonctionnelle, à quoi sert mon service. Tout à l'heure, on en a décliné un, c'était acheter un repas. Ça, c'est une unité fonctionnelle. Donc pour acheter un repas, de quelle chaîne matérielle j'ai besoin? On l'a détaillé tout à l'heure. Et pour l'ensemble de cette chaîne matérielle, donc les terminaux, les réseaux, les serveurs, les centres de données, je vais analyser l'ensemble du cycle de vie, de la conception, fabrication, utilisation jusqu'à la fin de vie, et je vais mesurer les impacts à chacune de ces étapes avec cette vision multicritère. Sur l'ensemble des piliers du numérique, comme je disais, les terminaux, les réseaux, les data centers, et surtout, je vais mettre en place un dialogue avec l'ensemble de mes parties prenantes. L'éco-conception, ça ne se fait pas tout seul dans son coin, c'est en intégrant toute la chaîne de valeur qu'on va pouvoir collectivement, et l'intelligence collective, ça fonctionne vraiment, on va pouvoir vraiment éco-concevoir et travailler ensemble pour réduire les impacts. L'éco-conception logicielle, plus précisément, c'est ces 4 grands principes. Déjà, c'est la simplicité d'une interface. On sait que 70% des fonctionnalités des logiciels ne sont pas utilisées. Donc c'est vraiment la règle des 3 U, c'est utile, utilisable, utilisé. Vraiment se concentrer finalement sur cette sobriété, qui est le deuxième principe, et de frugalité. La frugalité, ça consiste à vraiment challenger les besoins essentiels du service numérique. À quoi ça sert? Voilà, si ça sert à acheter un repas en ligne, ça sert pas à autre chose en fait. Donc c'est en se challengeant sur le besoin essentiel qu'on va réussir à créer des outils et des interfaces en pleine sobriété. En plus, ensuite, il y a cette notion d'utilité.
et voilà, d'utilité en étant frugal, sobre et en étant utile, eh ben, on va pouvoir à la fois être rapide et finalement rendre accessible aussi à un maximum de gens le service. Donc c'est utilité, rapidité. Si on va commander un repas en ligne et qu'à chaque clic, il faut que j'attende une demi-heure, ça va pas le faire. Et puis l'accessibilité, bah, c'est penser à tout le monde. Tout le monde a le droit de manger son repas en ligne, quoi. Et donc, bah, il y a des gens qui sont en difficulté et il faut voir comment on rend cette étape possible. Et enfin, bah, c'est rendre durable son logiciel, son code, et bah, notamment en faisant appel à la communauté open source, parce que bah, en proposant de manière open source mon code, j'évite à un autre de refaire ce qui a déjà été fait. Et puis, bah, grâce à la communauté, tout ça va être maintenu dans la durée et ça évitera qu'à un moment donné, tout le monde soit soumis à un seul éditeur qui décide d'arrêter la maintenance de son service, ce qui va être le cas avec un OS américain, je ne vais pas citer, mais je pense que tout le monde saura, et qui va créer 11 millions, je crois, d'équipements obsolètes. Alors ces équipements fonctionnent très bien. Donc voilà les grands principes de l'économie. Puis dernier point, ce qu'on peut faire au niveau de l'entreprise, ben, c'est tout simplement, Ravinder on parlait tout à l'heure de cette stratégie numérique. Cette stratégie numérique, elle s'articule autour de thématiques. En gros, il y en a 8, il y a plusieurs méthodes. Vous avez à gauche la méthode du baromètre de l'Alliance Green IT. Ça concerne la gouvernance, l'achat, les fins de vie, les infrastructures, les équipements, les usages, l'impression, l'éco-conception des services. Ça, c'est la vision Agite. Et puis à droite, vous avez la vision SIGREF. Mais c'est peu ou prou la même chose. À la fin, on est toujours autour de 8 thématiques. Et c'est très, très, très large parce que l'informatique est transversale. Donc, bah, c'est plein de choses à prendre en considération. Et sous les liens que vous avez à l'écran, bah, vous pouvez retrouver des référentiels, des outils, des méthodes. Voilà. Merci beaucoup, Romain, en fait, pour Merci cette à vous. présentation qui est très, très complète. En fait, moi, je crois que cette présentation qui couvre quasiment le sujet de responsabilité civile, sociétale, environnementale de l'entreprise. Merci pour cette J'ai tenu le délai en plus en 46 minutes. Non, mais franchement, on a grave respecté du temps. Et d'ailleurs, j'ai une petite question à te poser. Est-ce que cette présentation, on peut partager avec les internautes qui nous a regardés Sûr. sur les réseaux? Et deuxième question aussi, est-ce que je pourrais me permettre de partager tes coordonnées, d'ailleurs, sont mentionnées sur la présentation avec les internautes qui vous auront peut-être plus tard des questions Bien sûr. leur accompagnement écologique. Voilà. Non, mais alors bien entendu, encore une fois, c'est la raison d'être de l'Agite, partager les bonnes pratiques. Donc c'est avec grand plaisir que je partage cette présentation. Et puis, bah, bien entendu, via LinkedIn, via les coordonnées à l'écran, faut surtout pas hésiter à me contacter. J'essaye d'être réactif à chaque fois. En tout cas, je laisse jamais personne sans réponse si on a eu la gentillesse de venir vers moi avec des questions. Donc aucun souci, hésitez surtout pas à me contacter. Merci beaucoup, Romain, en fait, pour ta gentillesse d'accepter présenter cette présentation. Sujet très intéressant. Je vais partager bientôt le replay de notre webinaire sur le réseau et partagerai également ce replay avec les gens qui sont inscrits pour ce webinaire. Merci beaucoup et je te souhaite très, très belle journée, Romain. Merci beaucoup, à bientôt. À bientôt, au revoir.